métiers et nos usines ont marqué l'histoire de France pendant plus d'un siècle. On a besoin des ouvriers, c'est la base. Il faut produire, et c'est les ouvriers qui produisent. C'est nous qui avons façonné le pays tel qu'il est aujourd'hui, bâtisseurs trop souvent oubliés et sans qui rien n'aurait été possible. On a l'impression d'être oubliés, quoi. On parle jamais des ouvriers, pas souvent en tout cas. C'est nous qui avons extrait le charbon et le fer au fond de la terre. Nous qui forgeons l'acier et qui façonnons les vêtements. C'est nous, les ouvriers, qui construisons tout et fabriquons tout. Pour moi, c'est une fierté. Parce que ce qu'on a fait à l'usine, il fallait le faire. Quand on se rassemble, qu'on veut quelque chose, là, l'unité, elle se fait. Et c'est ça que j'ai aimé en usine. Nous avons dû nous battre pour arracher des droits dont bénéficient aujourd'hui tous les Français. Le repos hebdomadaire, les congés payés, la sécurité sociale et le droit à la retraite. Nous avons représenté jusqu'à 40% des travailleurs de ce pays avant qu'on ne délocalise en partie nos usines, nos machines, nos emplois. Notre solidarité, notre dignité, notre amitié, c'est gravé à tout jamais. Mais aujourd'hui encore, alors que l'on pense souvent que nous avons disparu, nous sommes plus de 5 millions en activité. Voici notre histoire, celle d'hommes et de femmes qui ont accepté de donner leur force et parfois leur vie, au nom de cette épopée industrielle qui a permis à la France de tenir son rang dans le monde. Une histoire qui est loin d'être terminée. Tout a commencé au 19e siècle, à une époque où l'on bâtissait pour nous des cathédrales. De gigantesques temples de briques et d'acier, dans lesquels des centaines de machines fonctionnaient sans interruption. Nous étions alors des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants, affairés autour de ces monstres d'acier. Nous qui n'avions à offrir que la dextérité de nos mains et la force de nos bras. Visage anonyme d'une incroyable aventure industrielle et humaine qui a débuté avec la révolution du textile. La révolution, c'est le surgissement de manufactures le long de la vallée du Rhône, en Alsace autour de Mulhouse et à Roubaix dans le nord. Pour assembler des machines mécanisées qui permettent de filer la laine, le lin ou la soie sur des dizaines, puis des centaines de bobines à la fois. Et nous voilà qui faisons notre entrée dans l'histoire. Nous, les ouvrières et les ouvriers, qui sommes embauchés pour produire le fil et tisser les étoffes. Et parmi nous, il y aura longtemps des enfants, enrôlés dès l'âge de 5 ans, jeunes forçats de la révolution industrielle, qui représenteront jusqu'à 20% des ouvriers du pays. Il faudra le combat de médecins et de responsables politiques pour que l'âge minimum soit porté progressivement à 13 ans en 1892, grâce à l'obligation d'obtenir son certificat d'études avant de pouvoir être embauché. Quand j'ai eu mes 14 ans, maman, elle m'a dit, écoute, faut que tu ailles travailler. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, maman, je vais essayer de faire au mieux, parce que je savais qu'elle n'avait pas le choix. Et c'était très dur pour elle de dire que je devais aller travailler. Mais je l'ai fait pour elle. Elle aurait bien voulu que j'aille à l'école. Il n'y avait pas que moi, hein, c'était toutes les filles. Elles devaient aller travailler. J'ai commencé à 14 ans. Première salle que je suis rentré, il y avait 100 machines comme ça qui tournaient. 4 rangées de 25. Je peux vous dire que ça faisait un boucan infernal. Hein.
Et quand la monitrice a ouvert la porte, le bruit assourdissant, les néons, et j'ai fait un pas en arrière et j'ai eu peur. Alors les gens me disent « Ah ben vous avez des bouchons ?» Bah non, ça n'existait pas. Vous aviez des gants? Bah non, ça n'existait pas non plus. Et alors vous aviez des chaussures? Non, on avait des espadrilles. On avait un tableau de production qui était là, le patron passait tous les matins pour regarder le tableau, hein, parce qu'il faut savoir qu'on était payé à la pièce. Le métier ne tournait pas, on n'était pas payé. Hein. Quand on sort de l'école puis qu'on arrive là, on a l'impression d'être en prison, d'être dans le bagne. C'était horrible. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Hein. Je voulais plus y aller. J'aurais pu me sauver, je me serais sauvée. Hein. J'ai pleuré pendant moins d'une semaine. J'ai eu du mal. Après, à force, avec les années, j'ai adoré. Pourtant, j'ai tant pleuré pour y aller, mais après, j'ai tant pleuré parce que j'y allais plus. C'est ma maman qui a travaillé dans la filature, mon oncle et ma tante. Et après, il y a ma sœur qui a travaillé ici, chez Péniage du Mortier. Et c'est elle qui m'a fait rentrer ici. Je suis arrivée ici, j'avais 21 ans. Je suis là depuis 31 ans. J'adore les métiers d'usine. Mon papa travaillait en usine également. Donc je pense que c'est peut-être de là qui m'a donné cette envie, cette niaque aussi. Moi, j'ai toujours fait que de l'usine. Donc je prends ce qu'il y a à apprendre, j'apprends et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Qu'on me demande où je travaille, qu'est-ce que je fais, je suis quoi, moi je dis ouvrier. Nous, en tant qu'enfants d'ouvriers, on avait aussi cette façon de penser-là, on irait dans ce milieu-là, ce qui était mon cas. Moi, j'ai quitté l'école à 15 ans, pas parce que j'étais nulle, mais parce que je voulais aider mes parents, on était 7 à la maison, et ça s'est fait que c'était dans le monde du textile. J'aime bien parce que, en fait, de voir des balles qui sont brutes et qui sortent déjà en ruban et tout, ça va dans d'autres entreprises pour faire du fil et que c'est nous qu'on a travaillé la matière pour faire des vêtements et tout ça. Et moi, je me sens fière. La révolution industrielle du textile, qui se déploie tout au long du 19e siècle, n'aurait pu exister sans la vapeur. Cette nouvelle énergie fournie par la combustion du charbon de houille. La vapeur devient si indispensable à l'industrie que le charbon, qu'il faut aller chercher dans les profondeurs de la terre, est alors comme un diamant noir que l'on tente de trouver par tous les moyens. Et voilà des puits de mines qui s'élèvent dans les campagnes françaises avec leurs cheminées fumantes, dressées dans un ciel noir. Et au pied des chevalements, la cohorte d'ouvriers aux gueules noires. Nous autres, les mineurs de charbon, qui devons nous enfoncer dans les entrailles de la terre pour amener à tout prix la houille qui viendra nourrir le ventre des machines. Des dizaines de milliers d'entre nous sont bientôt déployés au fond d'interminables galeries. À Saint-Étienne dans la Loire, à Carmaux dans le Tarn, à Decazeville dans l'Aveyron, dans toute la région Lorraine, et surtout dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui vont bientôt devenir les premiers producteurs de charbon du pays. C'est là, au fond des puits, que nous allons faire cracher du sous-sol les millions de tonnes de charbon nécessaires à la révolution en cours. Mon père, quand j'étais enfant, il voulait pas que je travaille à la mine.
Alors il me racontait toutes les misères que lui, il avait là au fond, pour me faire peur, pour me dire, voilà, comme ça, tu vois, il dit, regarde, j'ai encore eu une plaie aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je me demande comment, lui, il a pu travailler dans des conditions pareilles. Pas d'air. Rien, pas de mécanisation, pas de modernisation, que des bras. Pas de lumière. J'ai commencé dans des veines qui avaient 40-50 cm. Alors on se traînait au fond comme des lézards. Des vrais lézards. Celui qui me dit et qui n'a pas eu peur, c'est de l'inconscience. On a peur, au fond. C'est un autre monde. On ne peut pas l'imaginer. On raconte, mais on ne peut pas... C'est un autre monde. Partout, le paysage va être bouleversé par l'extraction minière. Et notamment dans cette région du nord de la France où le surnom de Pays Noir va prendre tout son sens. Car ici, la poussière de charbon est omniprésente, se transformant en boue sombre les jours de pluie. C'est dans ces territoires indéfinis, entre ville et campagne, que s'organise désormais notre vie si particulière. Nous, les gueules noires, hommes, femmes et enfants, ces galibots propulsés au fond de la mine à partir de 13 ans. Et pendant des décennies, nous allons être transformés en ouvriers soldats qui doivent défier chaque jour les lois de la nature, risquant à tout moment d'être gravement blessés ou même engloutis par la mine. Déjà, je suis content d'être en vie. Parce que j'ai eu aussi des accidents comme tout le monde. Ouais, j'ai eu le pied cassé, mais j'ai continué à travailler. Des petites fractures, on crachait dessus et on continuait à travailler. On n'arrêtait pas pour rien. Pourquoi? Parce que on disait, je risque d'être licencié. Voilà. C'est le destin. Moi, je dis, j'ai suivi un destin. Le 19e siècle voit maintenant notre pays basculer dans une nouvelle ère. Celle du rail et de la machine, grâce à la transformation du minerai de fer en acier, qui entraîne l'incroyable essor de la sidérurgie, clé essentielle de la transformation que connaît alors la France. C'est la Lorraine qui est en train de devenir le pays du fer, cette forge géante avec ses dizaines de hauts fourneaux. Et nous voilà, les ouvriers de la sidérurgie, qui devenons les bras armés de la révolution industrielle, supportant des cadences infernales au rythme de la vapeur et de l'acier en fusion. Moi, j'ai surtout le souvenir quand je suis rentré à l'usine à l'âge de 14 ans. Quand je suis rentré là, c'était des monstres d'acier. Pour moi, j'ai vu l'acierie qui crachait, le feu. J'étais très impressionné par tout ça. Surtout le feu, hein, les projections qu'on voyait. Donc on nous disait il faut faire très attention. À tout moment, vous risquez. Il faut savoir qu'on risquait notre vie. À 14 ans, on est un enfant. Hein. Moi, j'étais encore un enfant à 14 ans. Et c'est là où j'ai vu les premiers hauts fourneaux avec la fonte coulée et les aciéries qui faisaient des étincelles. Alors là, ça m'a vraiment marqué parce que j'avais jamais vu ça. De l'extérieur, on voyait des fumées rouges, des trucs, mais on se demandait ce qu'ils faisaient là-dedans. On a enjambé le caniveau de coulée de la fonte et en dessous, il y avait la fonte rouge qui coulait à 1100 degrés. Et ça fait peur. Hein. On se dit, c'est l'enfer là-dedans, c'est quoi? Mais en cette fin de 19e siècle, les maîtres des forges, ces patrons tout-puissants de la sidérurgie,
peinent à recruter des ouvriers, alors que leurs entreprises sont en plein développement. Et comme cela se passera durant toute notre histoire industrielle, ils doivent faire appel à des étrangers pour venir faire tourner leurs usines. Et la première vague d'immigration que connaît la France vient d'Italie, des campagnes déshéritées de Lombardie, de Vénétie et du Piémont. Mes grands-parents sont venus d'Italie en 1907-1908. À l'époque, c'était la misère là-bas, ils n'avaient plus rien à manger. Et mon grand-père est donc parti vers la sidérurgie Lorraine. Donc il arrive sur Longwy, au niveau de la sidérurgie dans l'usine de Reon. Et il y avait beaucoup de travail à faire. Il y avait les watchemans de fer à installer pour relier le nord de la France à la Lorraine pour les alimenter en charbon. Et bon, il y a eu les Italiens qui sont venus, mais il y avait également des Luxembourgeois. De tout ce qui concerne la culture, ils fuyaient l'usine. Ils n'étaient pas stables. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait venir également des ouvriers de l'Italie pour avoir des gens qui restent là et qui ne changent pas de travail tous les 5 minutes. Nous serons ainsi près de 2 millions d'Italiens à franchir les Alpes en quelques années, avec l'espoir d'une vie meilleure. Au tournant du XXe siècle, nous voilà désormais 6 millions, dont 2 millions de femmes. Nous, les ouvrières et les ouvriers, qui sommes les fers de lance de cette modernité en marche, qui est en train de bouleverser la vie des Français. Nous fabriquons les bateaux à vapeur. Nous posons les rails de ce chemin de fer qui abolit tout à coup les distances. Nous construisons les ponts et les routes. Nous électrifions les campagnes françaises. Surtout, nous façonnons tous les objets qui sont utilisés au quotidien. Ardoises des toits, verres, bicyclettes, couteaux, savon, porcelaine. Nous sommes les héritiers de savoir-faire ancestraux que nous améliorons sans cesse afin que nos gestes si précis puissent nous survivre et traverser le temps. Moi j'entends parler de la porcelaine depuis vraiment que je suis né, parce que vraiment toute ma famille y est passée. Mes parents se sont rencontrés grâce à ça, parce qu'ils travaillaient ensemble. Mes oncles y sont passés, ma grand-mère a travaillé dedans. C'est vraiment pratiquement toute ma famille y est passée. Donc, moi j'ai fait un bac dans l'innovation technologique. Après j'ai fait un BTS technico-commercial. J'avais besoin de trouver du boulot et voilà, on m'a proposé justement la porcelaine et en plus de travailler avec mon père. Donc j'ai dit oui assez vite. Ah, petite appréhension au début. Savoir comment il va s'en tirer, mais si, c'est bon, c'est bien. Mais bon, s'il peut trouver autre chose que de travailler voilà, dans la dureté, le bruit, c'est mieux. Beaucoup le pensent en fait, de ne pas envoyer son gamin à l'usine. Tous mes amis, eux, sont en études supérieures. Donc ils savent pas trop ce que c'est le monde de l'usine. Donc c'est vrai que je leur explique un peu tout ce qui est comme ça, l'usine, le travail manuel. Et je suis plutôt fière de leur expliquer comment je travaille. Comme je l'ai dit, je suis fils de 2 ouvriers. Donc pour moi, ça a toujours été important qu'on reconnaisse cette classe qui est essentielle. De toute façon, c'est le départ de tout. Maintenant que je le vis, ouais, encore plus, je vois que les gens sont déconnectés de ce qu'est vraiment l'usine et de ce que sont les ouvriers, quoi. Je pense que les ouvriers sont absents du débat, oui. Depuis longtemps même. On n'en parle jamais, en fait. Ouais, on a l'impression d'être oubliés, quoi. On parle jamais des ouvriers, pas souvent en tout cas. En ces années 1900, l'heure est venue de notre réveil collectif.
Trop longtemps, on nous a ignorés et on nous a imposé des conditions de travail presque inhumaines. L'époque, que l'on dira belle, va en réalité être rouge, comme nos drapeaux rebelles. Rouge comme notre colère. Rouge comme le sang de nos martyrs qui vont tomber au nom de notre combat. Nous avons compris que pour être entendus, il nous fallait être rassemblés et organisés. Alors nous avons fondé en 1895 la CGT, Confédération Générale du Travail, qui a fédéré tous les syndicats, autorisés depuis 1884. Et dans le même temps, tous les courants du socialisme français vont aussi se rassembler dans un seul parti, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, sous l'égide du député du Tarn, élu par les mineurs de charbon de Carmaux, le socialiste Jean Jaurès. Nous allons alors multiplier les grèves dans des milliers d'entreprises, comme jamais nous n'avions osé le faire auparavant. Quand on se met en grève, eh bien là, les gens commencent à discuter entre eux, ça crie, ça fait du bruit, mais les mots sortent. Les gens qui font grève, ils font grève pour le respect d'eux-mêmes. Même, ils veulent une augmentation, c'est d'accord. Ils veulent un changement de politique dans l'entreprise, c'est d'accord. Mais au préalable, c'est quoi? Reconnaissez-nous. C'est nous qui créons les richesses. C'est ça qu'ils veulent dire. Quand on se rassemble et qu'on veut quelque chose, là, l'unité, elle se fait. Et c'est ça que j'ai aimé en usine. On est beaucoup et on veut la même chose. Et on se bagarre pour l'avoir. Et on y croit. Et on se dit, puisqu'on est unis, on y va, on y va, on y va. Pas question pour nous de baisser la tête. D'autant qu'un nouveau mot d'ordre va bientôt tous nous rassembler. La réduction du temps de travail. Car nous, les ouvriers, qui trimons 12 heures par jour et donc plus de 70 heures par semaine, nous n'acceptons plus de passer chaque instant de notre vie à tenter difficilement de la gagner. Mon père était parquetteur menuisier. Et alors, il faisait du travail de jour, et puis il faisait aussi du travail de nuit. Donc, il arrivait avec son vélo, et il n'arrivait plus à descendre de son vélo tellement il était fatigué. Il avait des maux de rein sans arrêt. Chez nous, d'ailleurs, ça sentait beaucoup le baume camol à l'époque, parce que ma mère le massait avec du baume camol. Il prenait une soupe, et puis il allait se coucher. Il dormait quelques heures, et puis hop, on retournait travailler. Si en 1906, le gouvernement nous accorde enfin un jour de repos par semaine, ce n'est pas suffisant. Nous exigeons la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures de travail. Alors chaque année, à partir de 1890, nous allons organiser le 1er mai, une journée de grève pour obtenir les 8 heures. Et chaque 1er mai, les mêmes images vont se répéter, comme ici à Paris en 1911, quand nous affrontons des policiers qui tentent de nous empêcher de manifester. Et au moment où nous espérions enfin imposer cette réduction du temps de travail, notre combat va tout à coup être mis entre parenthèses. Le 1er août 1914, le pays est brutalement plongé dans la guerre, qui va faucher les plus jeunes d'entre nous. La France espère naïvement une guerre courte et victorieuse. Mais quand à la fin de 1914, le conflit s'enlise dans les tranchées, une question cruciale se pose. Comment maintenir une production de guerre sans nous, les ouvriers, qui avons été mobilisés par millions? Alors, comme toujours lors d'une pénurie de main-d'œuvre, on fait appel aux étrangers. Cette fois, ce seront les sujets de l'Empire français et de ses colonies, répartis sur tous les continents, et dont on exige qu'ils viennent sauver la mère patrie en danger. Algériens, Marocains, Sénégalais, Malgaches, Indochinois sont enrôlés par centaines de milliers dans l'armée, parfois de force, et aussi recrutés massivement dans les usines. Mais à partir de 1915, la France manque toujours de munitions et la mobilisation des coloniaux n'est plus suffisante.
Le gouvernement impose alors aux industriels, comme à des syndicats méfiants, le recrutement de femmes pour fabriquer les obus dont l'armée a besoin. Ainsi vont naître les munitionnettes, ces ouvrières sans qualification, à qui l'on confie la lourde responsabilité de produire, dans toutes les usines du pays, ces munitions devenues cruciales. Dont les conditions de travail vont être particulièrement douloureuses. Des salaires misérables, pour 12 à 16 heures de travail par jour, à manipuler plus de 2000 obus de 7 kilos, avec leur lot de produits chimiques qui abîment la peau, comme le système respiratoire. On imagine difficilement ce que pouvait être notre quotidien dans ces ateliers sans aération, à la lumière insuffisante et dans un vacarme infernal. Souvent les premiers jours, la chair de nos doigts est mise à vif. Nos mains sont enflées, meurtries, tuméfiées, et nos yeux sont rouges et boursouflés, pleurant sans cesse. La réalité du travail des ouvrières pendant toute la guerre sera si insupportable que les munitionnettes, ouvrières de l'armement, comme les midinettes, ouvrières de la confection, n'auront pas d'autre choix que de se mettre en grève en 1917 pour exiger de meilleurs salaires et le droit à un véritable week-end. Cette semaine anglaise qui permet de libérer le samedi après-midi en plus du dimanche. Ce n'est qu'après la victoire de novembre 1918 que l'on récompensera enfin notre engagement sans faille sur le front comme dans les usines. À l'approche du 1er mai 1919, l'Assemblée nationale adopte enfin notre revendication historique. Le temps de travail sera désormais limité à 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Mais cette avancée ne va pas suffire à combler la fracture béante qui existe à l'époque entre nous et une classe dirigeante prête à tout pour ne pas mettre en œuvre les quelques avancées sociales que nous avons arrachées. C'est Douarnenez, une petite ville bretonne, industrieuse et ouvrière, qui va incarner ces tensions sociales au lendemain de la guerre. À Douarnenez, tous vivent de la mer et de ses richesses. Les hommes et les jeunes garçons sont marins-pêcheurs, quand les jeunes filles et leurs mères sont embauchées dans les nombreuses conserveries de la ville. Regardez sur cette photo-là, on voit une tour au fond. Et ben, c'était pour guetter les bateaux qui rentraient de mer. Ils criaient qu'il y avait du poisson qui était arrivé, qu'il fallait aller à l'usine. Voilà, alors on entendait les sabots et à n'importe quelle heure, quoi. Par contre, il fallait finir tout le poisson qu'on avait acheté. Le poisson était frais et il fallait le faire tout de suite, quoi. Le métier des 2000 sardinières de Douarnenez est particulièrement difficile. Elles doivent rejoindre les conserveries dès les bateaux à quai, et parce qu'il faut terminer tous les poissons pêchés, elles peuvent travailler plus de 70 heures en quelques jours, sans aucun respect des lois sur les heures supplémentaires ou le travail de nuit. Alors, pour se donner du courage, les ouvrières des conserveries ont pris l'habitude de chanter, à voix basse, un hymne anarchiste du début du siècle. Chaque matin, au lever de l'aurore, voyez passer ces pauvres ouvriers, la face blême et fatiguée encore. Où s'en vont-ils se rendre aux ateliers? Et à l'automne 1924, excédés par leurs conditions, les sardinières exigent que l'on paye au juste prix leur si difficile labeur. Elles demandent 1 franc de l'heure au lieu de 80 centimes. Mais les patrons des conserveries sont tout puissants dans la ville. Ce sont eux qui achètent le poisson des hommes et qui offrent leur travail aux femmes. Le conflit est inéluctable et nous sommes bientôt des milliers, sardinières comme marins-pêcheurs, à manifester dans la ville.
Un conflit qui devient alors politique, quand le maire de Douarnenez, le premier maire communiste du pays, décide de se ranger à nos côtés. La tension est alors à son comble, et la petite cité bretonne au bord du chaos. Et de nos cortèges s'élève cet hymne interdit, qui désormais sera connu comme le chant des sardinières. Saluez, riches heureux. Saluez, riches heureux, ces pauvres en haillons. Saluez, ce sont eux qui gagnent vos millions. Après 46 jours d'une grève longue et douloureuse, qui a vu les sardinières ne jamais céder, elles obtiennent gain de cause avec une augmentation de 20 centimes de l'heure de travail. Une grande victoire pour les femmes de Douarnenez qui viennent de gagner notre respect à tous. Alors on prenait une caisse de poisson et on étripait la caisse. Quand on avait fini d'étriper la caisse, on mettait une tête et la contremaîtresse passait 1 heure après et elle regardait combien de têtes on avait dans la caisse et comme ça elle pouvait savoir combien on avait fait à l'heure. Et à l'emboîtage, c'était pareil. C'était un boulier. Quand on avait vidé notre grille, eh ben on mettait une petite bille et voilà, elle savait combien on faisait à l'heure. Tandis que maintenant, c'est à la chaîne et il faut suivre les boîtes. Une ouvrière fait 240 boîtes à l'heure, donc il faut avoir vraiment la cadence. On est là pour s'aider. Quand il y a un moment dur, on est à l'écoute. Si ça va pas, on en parle. Mais voilà, c'est entre nous, on est là. On se soutient. S'il y a un moment dur, on est là. Et ça vaut à l'extérieur aussi. Il n'y a pas que dans l'usine. J'ai eu des amis, des collègues plus âgés que moi et c'était comme ma maman, quoi. C'était comme ma famille, quoi. Des gens qui tiennent à cœur, quoi. Voilà. Le labeur particulièrement harassant et répétitif des sardinières de Douarnenez n'était en réalité que le signe annonciateur du bouleversement à venir de nos conditions de travail. Car la recherche d'une meilleure productivité va pousser des patrons à rationaliser à tout prix leur production. Une véritable révolution qui va changer radicalement nos vies et qui naît dans l'automobile, par la volonté de 2 hommes dont les noms vont devenir des marques mondialement célèbres, Louis Renault et André Citroën. Les 2 entrepreneurs ont le même modèle, Henry Ford, le géant américain que tous les 2 sont allés rencontrer dans son usine de Highland Park à Détroit, temple de la rationalisation et du travail à la chaîne. Pour vendre ses voitures moins chères, Ford applique les méthodes de l'économiste Frederick Taylor, qui donne son nom au Taylorisme, l'organisation scientifique du travail. Les 2 Français sont fascinés. Ils ont sous les yeux la première chaîne de montage au monde. De retour en France, les 2 industriels vont tour à tour transformer leurs usines pour en faire des modèles de rationalisation. André Citroën fabrique des automobiles à la chaîne Quai de Javel à Paris, quand Louis Renault édifie sur l'île Seguin, en face de son usine de Boulogne-Billancourt, un nouveau bâtiment de plus de 62 000 mètres carrés. 4 niveaux, un hall d'emboutissage gigantesque, systématisation des outils suspendus, généralisation du travail à la chaîne. Et nous voilà, nous les ouvriers, désormais des milliers attachés à la machine. Au départ, quand j'arrive en chaîne, je voyais bien les difficultés qu'avaient les gens, mais je ne comprenais pas, parce que ça va lentement. Ça va pas vite, une chaîne. Ça avance tout le temps, mais ça va pas vite. Et je ne comprenais pas que les gens en parlent de cette façon désagréable, dans la mesure où ça n'avançait pas vite.
Et brutalement, il y a la découverte que j'arrivais à un poste de travail. Et là, tout d'un coup, je faisais les sièges de bagnole. Et donc, il y a les carcasses, donc en acier. Puis tu as les tissus qui arrivent, les mousses. Et il faut tout assembler. Et tu t'aperçois qu'il faut aller très vite. La chaîne avance doucement, mais il faut que le siège soit fini 2 mètres après. Donc, ça va très, très vite. Et là, t'es, comment dire, en transpiration à partir de 4 heures le matin jusqu'à 13 heures. En permanence. Une répétition des mêmes mouvements qui en devient obsédante. Comme si l'usine nous poursuivait même quand nous l'avions quittée. Comme si elle était entrée à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on a vu une très très grande clé qui passe sous le châssis. Donc je me baisse en dessous du châssis, je fais le bondage, je serre les boulons avec la chignole et je me retire et je visse 2-3 vis à côté. Donc ça fait l'opération. Et ça, on fait 300 fois par jour. On a les mains liées à la chaîne, on est devenus comme des robots finalement, on réagit comme ça, on prend la chignole, on met la vis et on y va. On est conditionné. Les cadences, c'est infernal. À l'époque, on en souffrait de ces cadences. On n'y arrivait pas, puis c'était dur, puis c'était lourd. C'est lourd, les roulements sans fer. Très sincèrement, c'était horrible. Dorénavant, nous serons chronométrés pour chacune de nos tâches. Vous remplissiez une feuille de production et le chef d'équipe, vous calculez votre pourcentage d'activité qui a été calculé par ce qu'on appelait des techniciens qui passaient avec un chrono, qui vous chronomètrent pendant 8 heures, qui ne vous lâchent pas, qui ne vous parlent pas. Vous allez au WC, il arrête le chronomètre. Quelqu'un vous demande un renseignement, il arrête le chronomètre. Il fait des calculs qui sont propres à lui et vous détermine votre taux d'activité. Et je me souviens de ce chiffre, il fallait atteindre jour par jour 80% d'activité. Vous ne pouvez pas soutenir un taux de production tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est impossible. C'est la peur de la production, c'est la peur ouvrière. Mon premier souvenir, j'étais vraiment perdu, j'étais pas trop à l'aise. Et au début, c'était vraiment dur. On devait faire le moteur en 1 minute 12. Donc j'étais carrément au début du poste et je me retrouvais carrément à la fin. Et donc j'avais un formateur qui me remontait même presque tous les moteurs. J'ai même perdu 7 kilos en 3 semaines. Bien sûr, après, j'étais fier de moi de tenir le poste. C'est vrai que c'était une fierté. Après, j'aime bien le travail en équipe. J'aime pas trop le travail solitaire. Et je trouve que c'est quand même un beau métier, malgré que c'est physique. Au début des années 30, c'est un véritable changement de civilisation qui est à l'œuvre. La civilisation rurale d'antan s'apprête à laisser sa place. Avec l'industrialisation à marche forcée du pays, nous, les ouvriers, sommes bientôt plus nombreux que les paysans. Et en 1931, il y a en France plus d'habitants en ville qu'à la campagne. C'est une nouvelle civilisation urbaine et ouvrière qui modèle désormais des régions entières. Car partout où se dressent des cheminées d'usines, de nouveaux quartiers sortent de terre et forment des villes dans la ville avec leurs règles à part, leurs rituels et leurs espérances. C'est dans les régions minières du nord et de l'est de la France que cette transformation fondamentale de l'organisation géographique et sociale est la plus remarquable.
Ici, on expérimente depuis toujours ce paternalisme patronal qui veut que nos entreprises tentent d'organiser presque chaque instant de notre vie quotidienne. Le village appartient aux houillères. Le maire, c'est un houillère. Le directeur du site, le médecin, le directeur de l'école et le curé. Et tout est mine. Les magasins font partie des houillères. Le terrain de football fait partie des houillères. L'harmonie des mineurs. Tout appartenait aux mineurs. Avec le soutien des patrons des houillères, nous imaginons les Orphéons, ces groupes d'ouvriers musiciens qui ponctuent en fanfare les moments les plus importants de l'année. Et nous multiplions les clubs de loisirs. Billon ou fléchette, voilà des jeux d'adresse qui nous passionnent. Mais ce que nous aimons par-dessus tout, c'est d'avoir le regard tourné vers l'immensité du ciel. Nous qui passons notre vie des dizaines de mètres sous terre. Le tir à l'arc si particulier que nous avons inventé nous permet de nous mesurer, les yeux dans les nuages. Et nous adorons la colombophilie, cet élevage de pigeons que nous lançons dans les airs lors d'incroyables courses, pour le plus grand bonheur de tout le coron. Ici, dans le Nord et le Pas-de-Calais, on nous a très tôt construit des logements pour nous fidéliser. Des corons qui peuvent regrouper des centaines de maisons. Des cités minières qui viennent soudainement de prendre un étrange accent. Car après l'importante vague d'immigrés italiens, ce sont maintenant les Polonais qui viennent s'installer par dizaines de milliers. Et voilà les corons du Nord, transformés bientôt en une multitude de petites Polognes, avec l'installation de 500 000 Polonais, venus en famille. Dans chaque famille, il y avait au moins un ou deux instruments. Premièrement, les violons, les bandoneons et les guitares. Mais quand il y avait les fêtes, c'était des fêtes incroyables, des mariages polonais. Parlons-en. Un mariage polonais, 3-4 jours qui durait. Et puis tous les voisins des rues à côté, ils venaient, ils participaient au mariage. Partout dans le pays, cette civilisation ouvrière s'épanouit à l'ombre des usines. Et ainsi va notre vie, dont nous inventons au jour le jour une culture qui nous est propre. Une culture notamment sportive, grâce aux clubs ouvriers fondés par nos entreprises et qui connaîtront un grand succès, à l'image du Racing Football Club de Lens créé par les houillères, le FC Sochaux créé par Peugeot, ou le club de rugby de l'ASM fondé par l'entreprise Michelin à Clermont-Ferrand. Le football, le rugby et bien sûr le cyclisme, cette passion populaire qui nous galvanise le long des routes du Tour de France ou dans l'enfer des pavés du Nord lors de la course Paris-Roubaix. D'autant qu'ils seront nombreux, les champions issus du fond de la mine ou des usines, à briller sur les routes comme dans les stades. La culture que nous sommes en train de faire naître nous permet bientôt de surgir sur les écrans de cinéma. Incarné par la figure de Jean Gabin, le prolo parisien de La Belle Équipe, le film de Julien Duvivier. Du lundi jusqu'au samedi, pour tailler des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau. Nous qui étions les premiers héros des films documentaires des Frères Lumière, nous voilà maintenant à l'honneur dans des films de fiction comme À nous la liberté de René Clair ou La bête humaine de Jean Renoir.
L'époque est aussi à l'éducation populaire, grâce à l'essor du nouveau parti communiste, né de la scission du mouvement socialiste après la révolution russe de 1917. Alors on va multiplier les rassemblements festifs, les maisons du peuple, les théâtres populaires et les universités que le parti organise, afin que ceux d'entre nous qui le souhaitent puissent rattraper leur retard après avoir quitté l'école trop tôt. Car comme le disait un syndicaliste anarchiste du début du siècle, l'ouvrier doit impérativement acquérir la science de son malheur. Et c'est ça qui, à un moment donné, va nous faire aller à la bibliothèque à 4 heures du matin, choisir des livres. Et là, un camarade, disons, de la CGT, Paul Seb, qui était le responsable, eh bien, va nous aider à mieux comprendre ce qu'on voit dans un livre. Et il nous apprend à lire. C'est-à-dire que, voilà, toute la semaine, il nous donne 5 livres à lire. Et la semaine d'après, tu récites, enfin, tu récites pas, mais il t'interroge si tu les as bien lus ou pas. Et on passe au théâtre, et on passe au cinéma. Et oui, ben c'est la découverte de quelque chose qui, pour nous, dans notre univers d'usines, de chaînes, etc., de foyers de jeunes travailleurs, de boîtes, d'alcool, etc., brutalement, il y a quelque chose qui arrive. Après, ça quitte plus. Est-ce que vous connaissez l'art? Personne connaissait l'art. L'art, c'était pour les bourgeois. Pour nous, on ne savait pas ça. Personne. Depuis la maternelle jusqu'à la conclusion du certificat d'études, moi, on n'a jamais été dans l'art. On ne connaissait rien par rapport à ça. Voilà. Et justement, là, il faut rencontrer quelqu'un pour avoir justement cet accès au beau. Prévert reste mon poète favori parce qu'il a toujours été très proche des réalités sociales et d'une façon humaine très facile. L'effort humain, par exemple, je l'offrais en cassette à mes copains qui partaient en retraite, qui pleuraient. Jamais ils avaient écouté un truc comme ça aussi fort. Et c'est ça la découverte de Prévert. Cette formidable chaîne où tout s'enchaîne, le travail, la misère, le travail, la tuerie, la tristesse et l'ennui. La formidable chaîne passée au cours du cou d'un monde désemparé. Formidable où tout s'enchaîne. Ben voilà, moi je m'y retrouve tout à fait, je veux dire, dans une espèce d'esprit un peu frondeur, un peu anard, et tellement beau, tellement violent et tellement vrai. Alors que nous envisagions l'avenir, plein d'espoir en notre capacité collective à améliorer le sort de la classe ouvrière, une crise économique d'une violence inouïe va jeter des dizaines de milliers d'entre nous à la rue. Nos emplois viennent d'être foudroyés par un ouragan qui parcourt l'Europe, depuis le krach boursier de New York en 1929. Bientôt, la tension politique et sociale est à son comble. Et en 1934, un vent mauvais souffle sur le pays, fracturant le monde ouvrier. Profitant de la misère qui se répand, les ligues royalistes et d'extrême droite décident, le 6 février, de marcher sur l'Assemblée nationale pour contester la politique du gouvernement. La situation dégénère et le rassemblement manque de renverser la République. Et ce sont les étrangers qui vont être les principales victimes de ce climat de haine. Quand le gouvernement choisit d'expulser en 1934, puis en 1935, des milliers de Polonais qui travaillaient dans les mines de charbon. Ils seront ainsi près de 150 000 à devoir faire leur bagage et à rejoindre la guerre en famille, sous bonne escorte policière. Alors, pour ceux d'entre nous qui restent fidèles à la gauche, ces tensions politiques vont provoquer un électrochoc salvateur. Pour la première fois depuis leur rupture, socialistes et communistes manifestent ensemble pour dire non au péril fasciste qui a déjà emporté l'Italie avec Benito Mussolini et l'Allemagne avec Adolf Hitler. La réaction ne passera pas. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive
le peuple ouvrier de Paris. Une réponse unitaire qui se transforme en alliance électorale, le Front populaire, entre les socialistes de Léon Blum, les radicaux d'Édouard Daladier et les communistes de Maurice Thorez. L'alliance, historique, remporte les élections législatives du printemps 1936. Cette victoire nous voit, nous, les ouvriers, surgir en force sur la scène politique française, et notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale, à l'image du communiste Charles Michel. Ouvrier de la chaussure dès l'âge de 12 ans, le syndicaliste CGT de la Fédération du Cuir est élu député du 15e arrondissement de Paris. Pour moi, Charles Michel, c'était mon papa. Il nous disait, vous imaginez à l'Assemblée nationale, le député en train de ressembler les chaussures. S'il est devenu un militant, c'est qu'il a été lui-même dans une situation très difficile, obligé d'aller travailler si jeune, quoi. 12 ans, c'est pas l'âge, c'est l'âge pour aller à l'école. Il a fallu qu'il apprenne d'ailleurs à lire, à écrire correctement, à parler correctement. Le parler qu'il a, c'est le parler populaire de l'époque. Il parle argot couramment, quoi. Donc, on attendait, pas le bouseux, mais l'ouvrier qui allait parler dans cette enceinte où des ouvriers, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il n'y en a toujours pas beaucoup, d'ailleurs. Si la victoire est belle, ce surgissement politique de la classe ouvrière va surtout se dérouler dans les usines. Car c'est dans la grève et l'occupation que nous décidons soudainement de nous faire entendre au lendemain de l'élection. Bien sûr, on a gardé le souvenir d'une occupation festive des usines. Comme un air de fête qui annoncerait des lendemains qui chantent pour nous tous. Mais en réalité, ces grèves ont été particulièrement dures, longues, massives et ont frappé plus de 12 000 usines. Nous sommes ainsi plus de 2,5 millions de travailleurs à avoir déposé nos outils. Car nous ne supportons plus les chronométrages et cette soi-disant organisation scientifique du travail. Nous ne supportons plus les mesures de rétorsion quand nous osons demander une augmentation de salaire. Nous ne supportons plus ces heures de nettoyage que l'on nous impose sans jamais nous les payer. Maurice Thorez, secrétaire général du PCF, aura beau crier dans plusieurs discours que l'on doit savoir terminer une grève, rien n'y fera. Nous ne sommes pas prêts à un compromis. Alors, le gouvernement va pousser syndicats et patronat à négocier une augmentation générale des salaires. Et puis ce seront les premières lois du Front populaire. La réduction du temps de travail, avec la semaine de 40 heures. Et surtout, pour la première fois de notre histoire, nous obtenons le droit à 2 semaines de congés payés. Quelques jours enfin arrachés à cette machine qui nous laisse si peu de répit. On n'allait pas en vacances, hein, ça c'était en 1936, quoi, au Front populaire. On est tous super contents d'être réunis au bord de l'eau. On faisait des grands feux de camp, chacun avait sa tente. Papa l'avait fabriquée, sa tente. Là, on est devant sa tente. Là, c'est papa qui a mis le chapeau de je sais pas qui, peut-être de maman. Ça le faisait rire, il adorait faire le clown, nous faire rire aussi. À la fin de l'été, chacun d'entre nous aura finalement rejoint son poste de travail, fier de ces mois de lutte et de cette dignité retrouvée. Bientôt, la CGT réunifiée connaîtra son apogée, avec plus de 4 millions de syndiqués dans le pays. Comme si désormais, tout devenait possible. Malheureusement, nos espérances vont être foudroyées.
Après l'humiliante victoire des armées allemandes en mai 1940 et la partition du pays entre zones occupées au nord et zones dites libres au sud, le quotidien des Français devient difficile, dans un pays vaincu et saigné par l'adversaire. Pour nous, les ouvriers, la situation va être particulièrement douloureuse. Nous devons travailler non plus 40 heures, mais 60 heures par semaine, et nos salaires vont nous permettre à peine de survivre. Pire, nous allons être plus de 2 millions à nourrir, malgré nous, la machine de guerre nazie. Depuis les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la sidérurgie lorraine, en passant par les usines automobiles de la région parisienne ou celles de Sochaux. Et avec la prise de pouvoir du maréchal Pétain, qui abat la République et impose le régime dictatorial de Vichy, nos syndicats sont dissous et interdits. Pendant ces années noires, la mort ne va pas non plus nous épargner. Et d'abord ceux d'entre nous qui vivent près de leurs usines, visés par les bombardements anglais et américains pour enrayer la machine nazie. Plus de 400 morts à Renaud-Billancourt, au printemps 1942. 120 morts à Sochaux, autour des usines Peugeot. Et des centaines d'autres au Creusot, à Saint-Nazaire, à Lyon, comme à Paris. Et quand certains d'entre nous vont basculer dans la résistance et les groupes armés, ils seront nombreux, les ouvriers, à être fusillés par des soldats allemands, notamment au Mont-Valérien, près de Paris. Comme ces 25 résistants, exécutés après leur condamnation à mort lors du procès de la Maison de la Chimie en 1942. Cette mise en scène des Allemands pour dénoncer ce qu'ils tentent de faire passer pour des terroristes. André Aubouet, apprenti imprimeur, Raymond Tardif, fraiseur, Camille Drouveau, électricien. Ils avaient à peine 20 ans. 25 fusillés, dont 15 étaient des ouvriers. Combien de milliers d'entre nous sont ainsi morts pour avoir défendu notre pays et sa liberté? À l'image de ces mineurs de charbon qui ont osé faire grève dès 1941 et dont près de 300 ont été déportés. De ces 30 ouvriers de Renaud-Billancourt, fusillés au Mont-Valérien. De ces ouvriers de Peugeot qui ont payé de leur vie d'avoir saboté la production de l'usine de Sochaux. Ou tous ces otages, fusillés pour l'exemple en représailles des attentats de la résistance. Comme les 27 de Chateaubriand, exécutés parce que communistes, dont le jeune lycéen Guy Moquet et le député de Paris, Charles Michel. Mon aimée chérie, mes chères filles, c'est une dernière lettre. Dans quelques minutes, un point final sera mis sur ma vie. Sois courageuse, pense aux enfants. Fais de nos filles de braves petites femmes et qu'elles se souviennent que leur père s'efforça toujours d'être un honnête homme et qu'il fit le plus qu'il put pour que les travailleurs aient une vie meilleure. Cela viendra. Quand en 1944, la France est progressivement libérée par les Alliés, c'est la désolation qui règne aux abords des puits de mines et des usines. Nous allons alors connaître plusieurs années particulièrement difficiles. Le rationnement reste la règle et pour beaucoup d'entre nous, la vie se limite à tenter de survivre avec de maigres salaires. Je me souviens surtout quand j'étais gamin, les barbelés, les trucs qui n'avaient pas été déminés, les maisons qui étaient encore effondrées, les écoles qui étaient inondées parce que les quais avaient été détruits par les bombardements. Des souvenirs
pas de fric, mais c'était les quartiers ouvriers populaires où personne n'avait de fric. Donc c'était la petite épicerie du coin qui faisait crédit. Mon père était docker, il avait été déporté, et puis quand il est revenu, il est devenu docker. Une enfance pas malheureuse, mais pauvre. On n'avait pas l'eau on avait un évier, mais on n'avait pas l'eau dessus. On n'avait donc pas de douche, pas de water. Il fallait sortir dehors. Je me rappelle des fins de mois qui commençaient donc le 12 ou le 15, à peu près. On savait que c'était la fin du mois pour nous parce qu'on mangeait du riz au gras, on mangeait des patates au lard, des choses comme ça que ma mère arrivait à dégoter, à faire. Donc la pauvre, elle est obligée de faire des crédits un peu partout, quoi. Discrètement, des fois, les commerçants nous arrêtaient pour nous dire « Tu diras à ta mère qu'elle me doit tant ». Et ça, c'était la honte, quoi. Voilà, c'était mon enfance. Et puis des souvenirs d'enfance, c'est l'histoire du pain. Mon père n'a jamais supporté qu'on puisse jeter du pain. Donc tous les matins, on achetait du pain frais, mais on mangeait celui de la veille. Alors qu'il y avait du pain frais dans le buffet, mais non, on finissait le pain avant de manger le frais. Donc il a toujours été sec, le pain. C'est des souvenirs comme ça mais qui maintenant me font rire. Mais quand t'es enfant, c'est pas aussi simple que ça. Quand t'as pas de fric, quand ton père fait grève, que t'as pas de fric pour acheter une licence de football, que t'as pas de ballon, que t'as pas de machin, tu comprends qu'il y a pas de fric. Et en même temps, t'es mal à l'aise par rapport à tes camarades de classe, quoi, parce que t'es toujours un peu décalé, quoi. Il y a maintenant un enjeu vital à relancer la machine économique. Et pour y parvenir, il faut d'urgence produire à nouveau du charbon. Et en grande quantité. 100 000 tonnes par jour. Voilà le défi impossible qui nous est lancé par le gouvernement du général de Gaulle. Un défi que l'histoire retiendra sous le nom de bataille du charbon. Du charbon, du charbon. La France se chauffera-t-elle? L'industrie pourra-t-elle fonctionner? Les roues tourner, les métiers travailler? C'est de la mine que tout dépend. Notre légende est en train de naître. Nous, les mineurs soldats. Nous, les ouvriers qui devons reconstruire partout. Routes, ponts, usines. Nous sommes désormais désignés comme ceux qui vont sauver le pays. C'est la première fois que nous avons une si belle reconnaissance. Et nous allons être récompensés comme jamais auparavant, avec la mise en œuvre, sur proposition du Conseil national de la résistance, de plusieurs de nos revendications historiques. La création d'un système de sécurité sociale pour tous, le droit à la retraite, la nationalisation de la production d'énergie, charbon, électricité, et le droit pour les ouvriers d'être associés aux décisions et à la direction des usines, grâce à l'instauration des comités d'entreprise. Mais comment se réjouir d'avoir conquis autant de droits quand on tente simplement de nourrir sa famille au quotidien et que l'on doit y consacrer près de 80% de ses modestes revenus, tant la vie est devenue chère. Notre précarité est telle que notre colère va avoir de terribles conséquences. Étrangement, on a effacé de notre mémoire collective les mouvements sociaux de 1947 et 1948. Pourtant, ils ont été parmi les plus importants de notre histoire, mais aussi parmi les plus douloureux. Et c'est même une véritable rupture qui va se produire entre nous et le reste de la société. Puisqu'en quelques mois à peine, nous allons passer du statut de héros, sauveur de la patrie, à celui de paria, pourchassé par la police. L'engrenage infernal se met en place au début de l'année 1947, en raison de l'inflation qui voit les produits de première nécessité augmenter de plus de 50%. Ce qui nous pousse à multiplier les grèves dans tout le pays pour exiger des augmentations de salaires devenues indispensables à notre survie. Notre fureur se répand alors comme une traînée de poudre tout au long du printemps 1947, avec des grèves longues, dures et souvent violentes. Face à ces grèves qui touchent tous les bassins industriels, l'Union de la gauche, alors au pouvoir, va voler en éclats.
Dans le climat de guerre froide naissante entre États-Unis et URSS, le Parti communiste doit finalement quitter le gouvernement. Et c'est un bras de fer qui s'engage alors entre le gouvernement et les communistes qui, avec la CGT, soutiennent une contestation devenue presque insurrectionnelle. Nous voilà, nous les ouvriers, emportés dans une tourmente qui va connaître un terrible épilogue quelques semaines plus tard en 1948, quand tous les bassins miniers du pays s'embrasent à leur tour. L'étincelle est venue du gouvernement qui annonce retirer aux mineurs certains des acquis arrachés pendant la bataille du charbon. L'affrontement sera particulièrement violent. Moi, mon père il me dit, sur certains sites, il y a eu des morts. C'était la police, l'armée qui sont venus aux entrées du site minier pour évacuer les piquets de grève. C'est là les bagarres, c'est là les morts. 60 000 policiers et militaires sont déployés autour des fosses et des blindés circulent dans les corons. Le bilan de ces 3 mois de contestation sera catastrophique. De nombreux morts, des milliers de licenciements et près de 3000 condamnations à de la prison ferme pour de simples ouvriers qui avaient osé manifester et dont la vie vient de basculer dans le cauchemar. En l'espace de 2 années, nous venons d'être ramenés brutalement à notre véritable condition. Celle d'ouvriers qui espéraient être intégrés pleinement dans la société, mais que personne ne compte finalement associer, ni à la conduite des entreprises, ni à celle du pays. C'est en tournant le dos à ces souvenirs douloureux que nous entrons dans les années 50. D'autant que la situation économique est en train de se retourner. Ce sont des années d'incroyable expansion qui nous attendent et que l'on surnommera les 30 Glorieuses. Une embellie qui nous rend plus que jamais indispensables à la transformation du pays. Nous, les ouvriers, qui sommes même bientôt 7 millions, soit plus d'un Français au travail sur 3. Un nombre qui ne va cesser d'augmenter. Mieux, pour la première fois, nous allons nous aussi profiter de cette embellie qui va améliorer considérablement nos conditions de vie. La priorité du gouvernement, comme des municipalités, est désormais le logement et l'édification de nouvelles cités ouvrières, constituées d'immeubles collectifs que l'on appelle les HLM, habitations à loyer modéré. Nous tournons enfin le dos aux courées insalubres du Nord ou aux bidonvilles de la région parisienne. Et nous découvrons le chauffage central, l'eau et les sanitaires dans l'appartement. C'est tout le confort moderne qui surgit tout à coup dans notre quotidien. Cette amélioration, nous la devons aussi à ce paternalisme patronal qui voit de plus en plus d'entreprises consacrer une part de leur chiffre d'affaires à la construction de logements ouvriers, à l'image de l'entreprise pneumatique Michelin, qui à Clermont-Ferrand structure presque toute la vie de la cité auvergnate. Clermont-Ferrand, en fait, c'est Michelin, respire Michelin et vit Michelin, directement et indirectement. Les cités Michelin, c'est un peu les corons du Nord, en fait. Ces maisons qui sont toutes alignées, qui se ressemblent toutes, qui, à l'époque, étaient un avantage pour le personnel, c'était pas rien. Et c'est un parfum très particulier parce que les rues s'appelaient les rues de la confiance, la rue du courage, la rue de la persévérance. On était positionnés, quoi. C'était un esprit Michelin, mais c'était quand même pas rien. Michelin, à l'image de toutes les grandes entreprises du pays, a dû créer un comité d'entreprise, le CE, obligatoire depuis 1945. Le CE, c'est la participation des salariés à la conduite de l'entreprise. Mais c'est aussi l'opportunité pour un grand nombre d'entre nous d'accéder vraiment à ces congés payés, auxquels le gouvernement de Front républicain
vient de rajouter une 3e semaine en 1956. À nous désormais les vacances au bord de la mer, dans les centaines de centres de loisirs et de résidences que les CE ont achetés ou fait construire sur le littoral. L'avenir semble radieux pour toutes les entreprises industrielles du pays qui ne cessent de voir leur chiffre d'affaires augmenter et qui doivent maintenant veiller impérativement à ce que demain, comme après-demain, il y ait toujours des ouvriers prêts à prendre la relève. Alors on va inventer l'apprentissage pour former des adolescents dès l'âge de 14 ans qui seront recrutés en priorité parmi les enfants d'ouvriers, dont le destin est de succéder à leurs parents dans les usines. En 1964, j'ai commencé, donc j'avais 14 ans, pour 1 an d'apprentissage. Donc c'était une transition, on va dire, assez douce. On avait 4 heures de cours et 4 heures d'atelier. Et la première chose, c'était apprendre à faire des nœuds, maîtriser, et le plus rapidement possible. Mais un nœud impeccable. Des nœuds, des nœuds, des nœuds. Alors, je commençais à déchanter parce que je me disais, je vais pas faire des nœuds toute ma vie. C'était un travail de robot. Nous sommes fiers de voir nos enfants ainsi destinés à devenir l'élite ouvrière du pays, qui sera chargée de préserver et de transmettre nos précieux savoir-faire. Car dans l'aéronautique, il faut des ouvriers qualifiés pour construire les avions qui révolutionnent le transport des hommes et des marchandises. Dans l'automobile, il faut pouvoir faire face à l'explosion de la demande de voitures particulières qui viennent changer le quotidien de toutes les familles. Dans la métallurgie, on doit être en capacité de fournir tous ces industriels qui ont besoin d'acier ou d'aluminium. En 1960, ils seront 750 000, ces jeunes apprentis qui tentent d'obtenir un CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Quand j'ai cherché un apprentissage, il y avait beaucoup de patrons qui avaient du mal au fait que je sois une fille. Il y en a, ils n'avaient pas confiance à mettre une fille avec tous leurs employés garçons. Il y en a d'autres, je suis une fille, donc c'est pas fait pour les filles. Même ici, on m'a dit de repartir en esthétique ou en coiffure, alors que moi, c'est le métier que je veux faire, donc c'est moi qui décide. Enfin, je n'allais pas m'écraser sur le fait que je suis une fille, t'as pas le droit de faire ce métier. Donc j'ai fait le concours meilleur apprenti de France. J'ai fini médaille d'or niveau départemental et médaille d'argent niveau